Besoin de mesurer une distance sur un projet à microcontrôleur? Regardons cette sonde à laser infrarouge qui mesure le temps de vol. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! Il arrive parfois que l'on doive mesurer la distance jusqu'à une paroi, un mur ou un obstacle plat. La bonne vieille méthode consiste à utiliser des ultrasons pour mesurer le temps de vol, aller-retour d'une impulsion sonore. J'ai d'ailleurs fait l'essai d'une telle sonde il y a plusieurs années dans ma vidéo numéro 232. Mais il y a mieux. Je propose aujourd'hui que l'on fasse l'essai d'une mini plaquette de sonde optique VL53L1X utilisant un laser à infrarouge et elle aussi mesurant le temps de vol d'une impulsion à la manière d'un lidar. La mini plaquette se vend environ 6 $. Oui, la sonde mesure la réflexion d'impulsion optique. On parle ici de quelques picosecondes de temps de vol. Et elle a la capacité de mesurer cela, cette mini-plaquette. Impressionnant pour une petite sonde à quelques dollars. Et son interface I2C la rend très facile à implémenter. Regardons d'abord plus en détail les possibilités de cette sonde, la STMicro VL53L1X. Par la suite, je vous montrerai la mini-plaquette de près et on va finalement la faire fonctionner. Allons-y. Le principe de fonctionnement d'une sonde de temps de vol est assez simple à comprendre. Essentiellement, des impulsions de lumière, dans le cas d'une sonde optique bien sûr, des impulsions sont envoyées et le temps que prend l'impulsion pour revenir au détecteur de la sonde, donc frappe un obstacle, revient au détecteur de la sonde, ce temps-là peut être mesuré. Naturellement, quand c'est très proche, étant donné qu'on parle de lumière, là, ici on va parler de picosecondes, mais si la sonde et son processeur ont une résolution suffisante, ben, on va être capable de mesurer ce temps de vol, T, de l'impulsion en aller-retour. Connaissant la vitesse de la lumière, 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Si on prend cette vitesse de la lumière multipliée par le temps de propagation et qu'on divise bien sûr par 2 puisque c'est un temps aller-retour et on ne veut uniquement que mesurer le temps aller, bien on obtient à ce moment-là la distance en mètres de l'obstacle principal qui a fait réfléchir l'impulsion. Alors c'est facile à comprendre, mais l'implémentation, ça doit être pas mal plus complexe. La sonde VL53L1X est fabriquée par STMicro. C'est une sonde qui est très petite. Vous allez le constater lorsque vous verrez la mini-plaquette. Ses dimensions sont d'environ 5 mm de long par 2,5 de large. La sonde contient ce que vous voyez ici. Tout d'abord, un laser à 940 nanomètres, donc de l'infrarouge. C'est un laser de classe 1, donc jugé absolument sécuritaire dans des conditions d'utilisation normales. À l'autre extrémité, il y a un agencement de photodiodes à avalanche. C'est donc une grille de photodiodes. Il y a d'ailleurs moyen de réduire la largeur de la grille. On peut donc jouer avec la dimension de la zone de détection. Bien sûr, la sonde contient un microcontrôleur. C'est rendu assez complexe maintenant qu'on n'a pas tellement de choix. Un bloc de mesure de la distance et de la mémoire, bien sûr. Au niveau des signaux, c'est une sonde I2C. Il y a donc une broche SDA, une broche SCL, et il y a 2 autres broches, là, une pour éteindre la sonde, et l'autre, c'est une broche disponible pour entrée-sortie. Et bien sûr, il y a des broches d'alimentation. Alors ça, ce que vous voyez ici, ce sont les signaux qui sont sur le module lui-même. Mais sur la mini-plaquette, on verra ces signaux-ci, puisqu'il y a un régulateur de tension. Il y a d'autres caractéristiques intéressantes à mentionner. Tout d'abord qu'avec cette sonde, on pourrait mesurer jusqu'à 4 mètres de distance et à un rythme de 50 mesures par seconde. C'est jusqu'à, évidemment. Je ne crois pas qu'à 4 mètres, on puisse faire 50 mesures par seconde. En tout cas, on va faire des essais un peu plus tard. Le champ de vision de la sonde est de 27 degrés, tel quel, sans faire de changement à la configuration. Par contre, la région d'intérêt, ROI, la zone de détection, si vous voulez, comme je vous l'ai mentionné, peut être réduite. Donc, le champ de vision s'en trouve réduit.
L'alimentation requise est de 2,8 volts. Et donc, comme je vous l'ai mentionné, il y a un régulateur sur la mini plaquette pour s'assurer qu'on tourne autour de ces tensions-là. La sonde offre 3 modes de fonctionnement. Ce sont des modes de distance, là. On devinera que la sélection longue permettra d'aller jusqu'à 4 mètres dans les meilleures conditions. Par contre, cette mesure est affectée par l'éclairage ambiant. Et on va le voir un petit peu plus tard qu'effectivement, la lumière ambiante, même faible, peut déranger la mesure et donc réduire la distance maximale. Alors le mode court, lui, on nous dit que c'est vraiment maximum à 1,3 mètres, mais le mode court a une meilleure immunité à la lumière ambiante. Et ce tableau ici nous montre les distances maximales, il faut bien comprendre, là, dans le noir et une lumière ambiante forte. Et voici des courbes ici qui résument, d'après eux, là, assez bien la distance maximale qui peut être mesurée et l'erreur en fonction de la vitesse de mesure, parce que c'est un des paramètres qu'on peut changer, la durée de la mesure, et on s'attend bien sûr à ce que plus la durée est longue et plus c'est possible d'aller mesurer à des grandes distances. Encore une fois ici, ce sont les mesures de distance maximale. Je vous l'ai mentionné, il est possible de réduire la zone de réception puisque c'est une matrice de 16 par 16 diodes de détection, des photodiodes à avalanche. Alors ce tableau nous montre qu'en réduisant le nombre de photodiodes, donc la grille qui est par défaut de 16 par 16 diodes, on peut la réduire à 8 par 8, 4 par 4, et en fonction du taux de réflexion de la surface, que ce soit blanc, gris ou gris plus foncé, bien, on aura une distance plus grande, bien sûr, avec un agencement plus grand de photodiodes. Et plus on diminue le nombre de photodiodes, moins grande la distance sera. Mais c'est l'équivalent de faire un focus, si vous voulez, sur la surface en avant de nous. Et ce focus, ben, on le voit ici, on passe de 27 degrés de champ de vision à 20 à 15 degrés. Donc, il est possible de jouer avec cela, mais notez l'erreur ici. On nous dit erreur de mesure de plus ou moins 2 cm. Alors, c'est à prendre en considération, bien sûr. Ce n'est pas un instrument de mesure extrêmement juste. Alors, voici ce qu'on reçoit pour cette commande, qui est, soit dit en passant, expédiée dans un petit sac antistatique, bien sûr. Et c'est tant mieux. On a la mini plaquette qui a une forme particulière. Hein? On n'est pas très habitué à avoir une forme rectangulaire comme ça avec 2 petits onglets là, pour les trous de montage, les onglets séparés. Donc c'est très bien. Soit dit en passant, c'est plaqué or aussi. Ce n'est pas simplement plaqué avec étain. Alors, l'ensemble inclut un connecteur en rangée traditionnel d'espacement de 100 millièmes de pouce, 2,54 mm. Et donc, ça va nous permettre de brancher cette mini plaquette sur un breadboard, là, une plaquette sans soudure. Donc, ça, c'est bien là, pour nos essais. Cependant, je vais peut-être utiliser un connecteur à angle droit. Je vais y réfléchir. Question de pouvoir faire des essais plus facilement sans devoir utiliser du filage entre le microcontrôleur et la plaquette. On verra bien. Ça vient aussi avec cette lentille parce que c'est optionnel. On peut acheter ici les 2 pièces et on peut acheter les 2 pièces avec la lentille. La lentille est divisée en 2 sections et je peux vous dire, pour avoir fait passer de la lumière à travers, j'appelle ça une lentille, c'est peut-être un filtre, là. La couleur semble bleutée à l'œil. La couleur de l'éclairage semble sortir bleutée. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? J'en suis pas sûr. Mais c'est définitivement en 2 sections. Si on voit l'autre côté, c'est peut-être pas très clair. Ça, c'est la partie qui va venir reposer sur la plaquette. Et ce filtre est monté sur une surface, sur un film, donc c'est autocollant. Je ne suis pas certain de l'usage. Est-ce que c'est un filtre pour combattre certaines longueurs d'onde de lumière visible qui peuvent interférer avec le fonctionnement? C'est une autre possibilité. Alors, la sonde est ici, sur le dessus de la plaquette, ou le dessous, c'est à vous de déterminer. Effectivement, il y a 2 sections, donc on voit très bien
que le filtre va venir diviser les deux sections séparément. Et ce sont visiblement là, des lentilles infrarouges. On a une réflexion de couleur, dépendamment de l'angle, une petite réflexion de couleur rougeâtre. Donc, ça ressemble beaucoup à un filtre infrarouge. Bien sûr, on note les signaux qu'on va devoir brancher sur notre projet. L'alimentation, qui peut aller jusqu'à 5 volts, la masse, les deux signaux I2C, SCL et SDA, ainsi que deux autres signaux. On va essayer de voir à quoi ils servent. Il y en a un, c'est une entrée-sortie, GPIO, donc une entrée-sortie présumément d'usage général. Et l'autre, c'est pour shutdown, c'est pour éteindre le laser, éteindre le système. Alors, je tourne de l'autre côté et ça va nous permettre de voir ce qu'il y a dessus. Mais je vais me rapprocher encore un peu plus. Voici donc ce qu'il y a sur l'autre face. Un régulateur de tension de 2,8 volts parce que la sonde fonctionne à 2,8 volts. C'est pas 3,3, c'est bien 2,8. Et bien sûr, son filtrage, juste ici, avec filtrage capacitif. Et le régulateur, lui, a un filtrage en entrée et un filtrage en sortie. 3 condensateurs qui semblent être en parallèle. On a aussi cette pièce ici qui est un double MOSFET. Pourquoi? Ben, justement, pour pouvoir interfacer avec les signaux I2C extérieurs, dont l'amplitude ici interne est à 2,8 volts, ça nous prend un circuit de conversion, circuit que j'ai déjà utilisé très souvent, qui est fait de 2 transistors MOSFET ainsi que des résistances pull-up. Et ce circuit, ça nous donne un bus de communication bidirectionnel. Donc, on va pouvoir arriver avec le 5 volts d'un Arduino ici, sans problème, le même 5 volts qui va être appliqué sur la plaquette. Et ce circuit va nous abaisser ça à 2,8 volts du côté I2C. Alors, les 4 résistances, c'est un réseau de résistances ici. Il y a 4 résistances, servent justement à faire fonctionner la conversion entre 2,8 et 5 ou 3,3, dépendamment à quelle tension on veut faire fonctionner cette mini plaquette. Et il y a des résistances ici, je crois que ce sont des pull-ups sur les deux signaux là, GPIO, qui est un signal à drain ouvert, et l'autre aussi, le signal shutdown. Par défaut, je crois que c'est tiré vers le haut, tout simplement pour que la plaquette fonctionne. Alors, c'est essentiellement ce qu'il y a sur cette mini plaquette. Maintenant, ben, je vais souder le connecteur. Et bien, je vais vous montrer très rapidement le schéma de cette mini plaquette pour être sûr que tout le monde comprenne bien. Alors, ce schéma, il vient de la plaquette Adafruit. C'est pas tout à fait cette plaquette-ci qu'on a, mais c'est proche. Alors, qu'est-ce qu'on a effectivement sur la plaquette? L'alimentation, donc régulateur linéaire 2,8 volts avec filtrage d'entrée et de sortie. On n'a pas de LED sur cette mini plaquette. Celle d'Adafruit avait une LED, celle-là n'en a pas. Alors, pour ce qui est du I2C, comme mentionné, 2 transistors avec les pull-ups. Les 2 transistors sont intégrés dans un même circuit intégré sur notre mini plaquette, alors qu'ici, c'était des transistors MOSFET séparés, et 4 résistances pull-up. On a aussi un connecteur, notre connecteur de 6 broches, qui est un connecteur en rangée, et on a la puce, la sonde elle-même, avec 2 résistances pull-up. Ici, on n'a pas de diode et on n'a pas ce connecteur I2C. Mais ça donne quand même une bonne idée des branchements sur la plaquette. Alors, on essaie de la faire fonctionner, cette mini plaquette. Pour faire rouler la sonde VL53L1X, il faut bien sûr avoir un microcontrôleur. Et bien moi, comme c'est habituellement le cas, j'utilise Arduino IDE pour programmer le microcontrôleur. Alors, j'ai choisi un Arduino Nano. J'aurais pu prendre un STM32. Les bibliothèques disponibles couvrent de façon assez générique la plupart des microcontrôleurs qui sont pris en charge par Arduino IDE. Alors, moi, je vous suggère la bibliothèque suivante. Si vous faites une recherche pour la bibliothèque VL53L1X, ben, vous en trouvez toute une série. Il y en a qui sont spécifiques à certains microcontrôleurs, mais il y en a quelques-unes qui sont absolument génériques. Moi, j'ai choisi la VL53L1X, ça s'appelait tel quel par Pololu. Ça semble être celle qui est la plus utilisée, on va dire cela. Il y a aussi la version Adafruit, si vous voulez l'essayer. Moi, j'ai choisi celle-ci. Et une fois installée, on peut aller dans les exemples et trouver justement la bibliothèque VL53L1X. Et moi, j'ai choisi Continuous with Details. Donc,
lecture en continu avec des détails plutôt que juste lecture en continu. Alors, je n'ai absolument rien changé au sketch, donc au croquis, et je l'ai lancé. Et allons voir le résultat. Pour l'essai d'aujourd'hui, j'utilise un Arduino Nano qui est branché directement sur un port série de l'ordi. Et donc, je peux transférer les croquis et je peux monitorer les informations qui sont envoyées en temps réel, la mesure qui est faite en millimètres. On va voir ça dans quelques instants. Alors, pour ce qui est des branchements, c'est vraiment très simple, là. Il y a l'alimentation plus 5 volts et la masse qui sont envoyés à partir de l'Arduino vers la petite sonde. Et il y a aussi les deux signaux I2C, SCL et SDA. Il y a donc seulement 4 fils qui relient la broche et l'Arduino. Alors, j'ai mis une règle, comme vous voyez. Le 0 mm a été mis à peu près sur la face là, de la sonde elle-même. Alors, je me repositionne et on va faire des mesures. Voilà. Alors, j'ai mis la règle, c'est une règle de 30 cm, donc 300 mm. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Vous avez à l'écran la lecture en millimètres à gauche de la distance. Et donc, ce sont des lectures répétées, comme vous voyez, très rapidement. Il y a moyen de ralentir la lecture si on veut, ce qui peut augmenter la justesse de la lecture. Il y a dans la deuxième colonne l'état du signal reçu. Dans ce cas-ci, fail, ça veut dire échec. Donc, il n'y a pas de signal qui est reçu parce que, visiblement, il n'y a pas de surface assez proche. Et au niveau de la force du signal reçu, on voit ici la lecture, là, 0 point quelque chose. Là. Il n'y a pas beaucoup de signal. Vous verrez que lorsque je vais mettre une surface, ce signal va monter. Et finalement, ambiant, c'est la lecture de l'éclairage ambiant, si vous voulez, ou la composante infrarouge, bien sûr, de l'éclairage ambiant. Et si j'approche un éclairage, vous verrez que cette lecture-là monte. OK? Alors, vous avez constaté là, que la sonde est effectivement sensible à l'éclairage ambiant. Et c'est bien indiqué dans la fiche technique là, que l'éclairage ambiant est la couleur de la surface, la grandeur bien sûr, mais la couleur et le fait que ce soit mat ou lustré, là, ça peut avoir un impact aussi sur la distance de lecture, c'est-à-dire jusqu'où on peut faire des lectures. Ici, j'ai une feuille blanche mate qui vient d'un petit calepin, là, de feuille bloc-notes. Et je vais déplacer ce calepin le long de la règle pour voir si on peut faire des lectures assez justes. Alors, je vais me mettre, pour commencer, à 100 mm, donc 10 cm. Voilà. La surface est bien droite. Vous, avec le parallaxe de la caméra, vous avez l'impression que c'est croche, mais croyez-moi, c'est bien droit. Là. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit 11,4, donc 115 mm environ, alors que je suis sur 100 mm. Alors, je vais déplacer cette fois-ci à 150 mm. Voilà, la surface est à 150. Et on lit 160, 161, 162. Et je vais aller un petit peu plus loin. Tiens, 23, 230. 230. On a 240 et quelques. D'accord? Et je vais aller jusqu'au 30 cm, donc 300 mm. 312, 13, 12, 13. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un décalage qui est constant entre la distance exacte de la face de la sonde et le mur, l'obstacle. Et ce décalage, on peut en tenir compte dans une forme d'étalonnage. Je crois qu'il y a moyen aussi de faire un étalonnage de la sonde. Il y a beaucoup de fonctions. Si vous allez voir les définitions des fonctions sur GitHub pour la librairie de Pololu, là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de fonctions disponibles. Donc, fouillez, parce que ici, c'est un exemple qui est très simple. Alors, je vais me rapprocher quand même par intérêt. Je vais mettre à 20 mm. Est-ce qu'on lit encore? On lit 30, 34, 35. Donc, même petit décalage. Je vais m'approcher le plus près que je peux. Ça, c'est 10 mm. Et on voit qu'il y a encore le même décalage. Donc, possiblement qu'on pourrait repositionner la sonde par rapport à la règle et faire des lectures assez justes, quand même. Alors, ça semble être quand même pas mal, et ce décalage est constant, donc ça peut s'annuler, ça peut se compenser, ce genre de décalage. Alors ça, c'est 30 cm. C'est une distance qui est courte. On va regarder le code source rapidement, parce que vous allez voir, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Et par la suite, je vais faire
Des lectures sur des plus grandes distances. On va voir s'il y a moyen de faire des lectures. On nous dit possiblement jusqu'à 4 mètres. Moi, j'ai des doutes. On verra bien. C'est un croquis, comme je vous mentionnais, qui est assez universel, peu importe le microcontrôleur. Et on utilise la bibliothèque Wire pour la partie I2C et la bibliothèque VL53L1X. On fait l'instanciation. Je ne sais pas si c'est un mot, là, mais on crée une instance de la sonde. On tombe dans la routine là, de setup, donc la partie qui est exécutée juste une fois, où on ouvre le port série pour communiquer avec l'ordinateur PC. On initialise aussi la librairie Wire pour le port I2C et on va rouler à 400 kHz sur le port I2C. Et aussi, on ajuste le délai d'expiration et si on ne reçoit pas une réponse de la sonde dans 500 millisecondes, ben, on va publier le message d'erreur comme de quoi la sonde n'est pas détectable. Sinon, si la sonde est détectée, ben, on va configurer la sonde. D'abord, on va utiliser le mode long, parce qu'il y a 3 modes, court, moyen et long. Et c'est pas parce que la distance est nécessairement courte qu'il faut mettre à short, court. Alors, parfois, les lectures vont être meilleures si on utilise le mode long ou le mode moyen. Donc, il faut lire la documentation là-dessus ou expérimenter pour savoir quel mode est le meilleur. Ensuite, ben, on fait une lecture aux 50 millisecondes et on peut rallonger cela, ce qui va augmenter la justesse, d'après ce que je comprends, si on augmente le délai de lecture. Et finalement, la dernière chose qu'on fait dans la routine setup, c'est qu'on lance tout simplement les lectures avec un délai de 50 millisecondes. Et là, une fois que les lectures sont parties, ben, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est faire la lecture de la sonde tout simplement et d'afficher les résultats. Et ici, ben, on tourne en boucle, on fait la lecture, on attend que la lecture soit disponible. Lorsqu'elle est disponible, on l'affiche. Et c'est tout ce qu'il y a dans le croquis. Alors, ça, c'est le croquis le plus simple, là, sa plus simple expression, bien sûr. Et comme je vous l'ai mentionné, ben, la bibliothèque de Pololu, elle est assez garnie en fonctions. Il y en a toute une série qui sont possibles d'être utilisées pour changer des configurations, pour aller faire des lectures et des écritures directement dans la sonde si on veut le faire, plutôt que d'utiliser les fonctions prédéfinies. Alors, il y a plusieurs fonctions disponibles. Je vous laisse le soin, si vous voulez expérimenter, d'essayer différentes autres fonctions pour configurer et utiliser la sonde autrement. Alors, pour faire un essai sur des plus grandes distances, j'ai réussi à trouver un espace d'au moins 3 ou 4 mètres, là, la porte de mon labo. Et je me suis installé sur une petite table. Et par terre, j'ai mis un ruban mesuré qui parcourt là, les 3 mètres, 4 mètres. Là. Donc, alors, vous remarquez qu'il y a beaucoup de rayures sur le plancher. Ça, c'est la salle de jeu. Hein? Les gars, on leur a dit, allez-y, amusez-vous. Et croyez-moi, ils se sont amusés en jouant au hockey. Donc, les tuiles de vinyle auront besoin d'un petit travail. Alors, j'ai installé l'ordi, tout simplement, sur une petite table. Et la sonde est sur la limite, juste ici. Excusez l'éclairage très ordinaire. Là. Vous allez comprendre pourquoi c'est aussi bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'éclairage. Alors j'ai installé la sonde un peu sur la bordure de la table pour que ça soit plus facile de se positionner. Et je suis à environ 1 mètre présentement de la porte. La porte a quand même un peu de texture. Et c'est bien ici au fond. La solution parfaite, là, on ne la veut pas. Et voilà ce que je lis présentement. En mode long. Et donc, c'est de l'ordre d'1 mètre, 1.06, 1.07. Et on se rappelle que la sonde était assez généreuse sur les lectures. Et l'autre chose que je veux mentionner, regardez, ça dit déjà « signal fail ». Alors, le croquis se plaint déjà que le signal est insuffisant. Effectivement, il n'est pas très fort. Mais ça va devoir faire. Puisque les lectures sont bonnes. Alors, le statut, là, signal fail, ça vaut ce que ça vaut. De très près, si je m'approche, oui, genre à 50 cm, 60 cm, on va nous dire que le signal est valide. Et le mode que j'ai mis présentement, c'est le mode long. Vous l'avez à l'écran, long. C'est le mode long, c'est le mode pour les distances les plus grandes. Et j'ai ralenti la lecture à 1/2 seconde. L'échantillonnage aussi, vous voyez, c'est beaucoup plus lent. Pour mettre toutes les chances de notre côté. Alors,
Là, je suis à 1 mètre et je vais reculer à 1,5 m pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, me voici à 1,5 m, 1 mètre et demi, et on obtient des lectures de 1,5, 1,6 mètres. Donc, la lecture est valide, à gauche, bien sûr. Et le signal est toujours très faible. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, l'ambiant n'est pas très élevé non plus. Et je pourrais, avec un éclairage beaucoup plus intense, lui mettre le petit filtre. Parce que oui, c'est un filtre, finalement. Je l'ai essayé. Et lorsque l'éclairage est assez intense, on peut lui coller ce filtre à l'avant. Et l'ambiant, la lecture ambiante baisse de façon draconienne avec le filtre. Par contre, ça atténue le signal un peu et la lecture à grande distance est moins bonne. Donc c'est un compromis. C'est bien un filtre, c'est pas juste un capuchon, puisque si on regarde à travers la lumière, on voit que ça passe un peu. Comme je vous avais mentionné, c'est un peu bleuté ce filtre. Donc utile, j'imagine, dans une situation d'éclairage très intense, probablement à l'extérieur, des choses du genre. Mais en même temps, ça diminue la portée. Donc, 1,5 m, on continue à reculer, bien sûr. Je vais amener ça à, 2 mètres. Oups, je suis allé un peu trop loin. Voilà, je suis à 2 mètres. Qu'est-ce qu'on obtient dans les lectures? Ben, c'est bon. 2.01, 2.07, 0.8. C'est convenable au niveau de la lecture. Alors, c'est toujours bon sur 2 mètres. Maintenant, si je continue à reculer, voilà, 2 mètres et demi. Oui, c'est toujours bon. Les lectures semblent des alentours de... Par contre, ça bouge beaucoup, là. On parle de 10 à 20 cm de variation. Regardez bien ce que je vais faire, parce que là, ça commence à être très bruyant, la lecture. Je vais éteindre l'éclairage. Et voilà, puisqu'on nous dit que la sonde est sensible à l'éclairage ambiant, et vous voyez que la lecture est plus stable. Alors, je vais continuer à reculer. Voilà la porte. Et je suis à 3 mètres. Alors, si on fait la lecture de 3 mètres, on s'aperçoit que ça commence à bouger beaucoup. Mais c'est encore environ 3 mètres. Là. On est dans l'ordre des choses. C'est quand même une lecture qui a un sens, là, qui donne une bonne idée. Maintenant, regardez bien, je vais allumer l'éclairage dans la pièce. Voilà, l'éclairage est de retour et regardez les lectures. Ça varie beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, c'est impossible de faire des lectures valides parce que l'éclairage ambiant vient déranger la lecture. Et de mettre le petit filtre ne changera rien. On est beaucoup trop loin de la surface. Je l'ai essayé, ça ne donne strictement rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, on peut dire que jusqu'à 2 mètres, 2 mètres et demi, en forçant 3 mètres si c'est très sombre, dépendamment de l'éclairage aussi, cette sonde est utilisable, mais dans un éclairage plus fort, oubliez les 2 mètres, 2 mètres et demi, 3 mètres, même 4 mètres. La prétention du 4 mètres, ça serait dans des situations absolument idéales, et ce n'est pas le cas ici. Donc, on oublie ça. Je vous dirais 0 à 2 mètres dans un éclairage intérieur, là, ce serait quelque chose de raisonnable, on va dire. Naturellement, à 1 mètre et moins, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Donc, moi, c'est ce que je constate avec cette sonde. Bien utile, assez juste dans les circonstances. Bien sûr, la surface n'est pas plane. On parle d'une porte texturée ici, là. Mais quand même fonctionnelle. Et il ne faut pas oublier que le faisceau est au total 17 degrés de large, donc 8 degrés à gauche, 8 degrés à droite. Si on fait le calcul, là, on commence à frapper des obstacles. Et en plus, l'autre porte est en coin, comme vous le voyez. Donc, ça vaut ce que ça vaut comme environnement de mesure, mais quand même, ça donne une bonne idée. Bon, alors, utile cette mini-plaquette? Je dirais que oui, particulièrement pour les distances plus rapprochées, du genre 1,5 m, 2 mètres, là, ou moins. La résolution semble correcte et je présume qu'un calcul de moyenne sur les résultats donnerait une justesse convenable, après étalonnage bien sûr, car on a constaté qu'il y a toujours un certain décalage constant à soustraire. Mais pour les distances plus grandes,
à 3 mètres ou pire encore à 4 mètres, moi je n'ai pas trouvé que la stabilité des lectures était suffisante pour faire des mesures utiles. Et c'est particulièrement vrai lorsqu'il y a un éclairage ambiant. Je n'imagine pas la qualité des lectures sous un soleil de plomb. Bon, il y a peut-être des réglages là, qui pourraient améliorer la lecture à grande distance. Alors, je vais me garder une petite gêne sur mon verdict, là, compte tenu que je n'ai pas fait tous les essais que j'aurais pu faire. Mais je crois que mes essais ont tout de même démontré la performance générale de la sonde. Pour 6 ou 7 $, ça pourrait très bien être une solution simple à un problème assez complexe. Voilà pour cette vidéo. Avez-vous déjà utilisé cette sonde? Faites-nous part de votre appréciation dans les commentaires ci-dessous. Les autres bidouilleurs pourront en bénéficier. Merci et à la prochaine!